Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Horreur à Annecy, indécence et récupération, Carnac, propagande. La Macronie sombre dans l'infamie. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal. À l'aide de ces merci rémunérateurs, aujourd'hui sont à l'honneur Nine Tarvalon, Jean-Pierre Hermier, Lilia Mantra, Pécaillé, Elife, Verma, Floa, Poupoupalou, Aïda Lyrique, Goût de Neige, Patrice. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour les petits pouces levés, pour les diffusions sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que la presse de réinformation est particulièrement attaquée. Ma vidéo d'hier n'a pas plu à des macronistes et à certains soutiens de l'Est. J'ai été beaucoup insulté et je vais répondre dans une certaine mesure à ces critiques. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit « Aujourd'hui, vous devez vous excuser pour avoir dit une fake news sur Carnac. » Vraiment ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En effet, le maire de Carnac, Le Pic, a été au micro de Pascal Praud et paraît-il qu'il a tout expliqué. Circuler, il n'y a rien à voir. La première chose que je voulais rappeler, c'est qu'avec un macroniste, d'abord, il ment frontalement et généralement, il peut mentir parce qu'il bénéficie de la complicité de journalistes. Dans le cas présent, c'est Pascal Praud. Alors, Pascal Praud, quand il fait des erreurs, on le dit, et puis quand il est courageux, et ça lui arrive très souvent d'avoir des éditos particulièrement percutants contre la Macronie. Mais là, il a servi la soupe à un macroniste. Cela s'explique peut-être pour cette raison. Regardez qui est le conseiller municipal de Carnac, un des conseillers municipaux, c'est Charles Bietri. Pour ceux qui l'auraient oublié, Charles Bietri a commencé sa carrière comme journaliste sportif. Il a gravi les échelons dans ce monde du sport. Il a dirigé le service des sports de Canal+, celui de France 2. Il a même été une année directeur du PSG. Et puis à la fin de carrière, il a dirigé Eurosport. Autrement dit, c'est une grosse huile. Dans ce milieu-là, on comprend que Pascal Praud le ménage, d'autant plus que tous les deux sont bretons. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Pascal Praud n'a pas été très pugnace vis-à-vis d'Olivier Le Pic, le maire de Charles Bietri ? Je vous laisse seul juge. Intéressons-nous maintenant au verbatim de cet Olivier Le Pic. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai l'impression que j'ai détruit la Joconde quand je lis certains articles de presse. Ah, une rhétorique bien connue. Ça, c'est ce qu'on appelle un corax en rhétorique. C'est-à-dire que vous exagérez la thèse de l'adversaire pour la rendre ridicule. Puis tout de suite après, vous minorez. Et Olivier Le Pic affirme que c'était 4 gros cailloux et non pas 39 menhirs qui auraient été détruits par des bulldozers. Et que tout cela n'avait aucun intérêt archéologique. Circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est qu'un emballement médiatique. Mais Olivier Le Pic commet de petites erreurs. Déjà, il nous explique que lorsqu'on creuse à Carnac, on trouve des menhirs systématiquement. Alors, si on devait s'arrêter à chaque fois qu'on trouve un menhir, on ne construirait plus rien. Très intéressant comme argument. Est-ce qu'Olivier Le Pic se rend compte que Carnac est unique au monde et c'est unique au monde parce que justement, il y a énormément de menhirs et que l'UNESCO veut classer ces paysages millénaires. S'il ne prend pas en compte justement cette dimension-là, qu'il aille diriger un autre village, Trifouilly-les-Oies s'il veut. Mais Carnac, c'est Carnac. Et puis, à un moment donné, il revient vite en arrière, puisque dans la zone où il y aura ce monsieur bricolage, il y a aussi une déchetterie et un supermarché. C'est-à-dire qu'ils ont étendu la zone dans des endroits où il y a des menhirs. Ce n'est pas la première fois qu'Olivier Le Pic détruit du patrimoine. Alors, qu'en pense l'archéologue qui a sonné l'alerte ? On va tout de suite regarder sa réponse à l'entretien d'Olivier Le Pic. La question « A-t-on balayé au bulldozer en quelques semaines un témoignage aussi exceptionnel qu'unique en France, vieux de près de 8 millénaires ?» On n'a rien saccagé, se défend Olivier Le Pic. Ces menhirs étaient sous terre et n'avaient rien à voir avec les alignements tels qu'on peut les voir. Il faut raison garder. Faux, rétoque Christian Obels. Car l'archéologue a pris de nombreux clichés de la friche avant que celle-ci ne soit définitivement rayée de la carte et de la mémoire. La topographie rendait encore plus crédible l'hypothèse qu'on avait vraiment affaire à une ligne de menhir et pas à de simples blocs déplacés.
Et puis il y a aussi autre chose, c'est que la DRAC, elle a permis la destruction de ces menhirs. C'est quand même curieux. Est-ce que c'est vraiment une zone sans intérêt archéologique? Sauf que la parcelle incriminée figurait pourtant dans le dossier constitué par la ville elle-même pour être présentée en septembre prochain au jury de l'institution. Autrement dit, elle était parfaitement identifiée, contrairement à ce qu'avance la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC de Bretagne, qui précise qu'après des fouilles menées en 2015, l'atteinte à un site ayant une valeur archéologique n'est pas établie. C'est encore un mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette affaire? Il y a quelque chose de pas net. Alors j'ai quand même un petit peu enquêté et puis on va regarder ce qui est dit sur ce site qui est vraiment très important. Eh bien, à 200 mètres de là, des analyses au carbone 14 réalisées en 2010 avaient donné la plus ancienne date de menhir en France, soit 5480 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant le néolithique, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, précise notre interlocutrice à l'UNESCO. Or, des sites mégalithiques construits par des chasseurs-cueilleurs, il n'y en a qu'un seul cas connu classé à l'UNESCO. C'est celui qui se trouve en Turquie, dit-elle. Or voilà, il y a bien un classement à l'UNESCO et c'est un véritable pataquès, comme le rappelle une spécialiste. J'espère que ça ne remettra pas en cause tout le processus. Carnac a toute la légitimité scientifique, alors disons que ça va les aider à faire mieux pour le prochain coup, car devant tout ce pataquès, l'UNESCO va peut-être se montrer plus exigeante pour la protection des sites. Car ce site, en effet, vient d'être saccagé. Il y a une association qui n'a pas hésité à porter plainte. Et puis ce n'est pas la première fois. Et ce passionné, donc Christian Obels, est d'autant plus vigilant que la mairie de Carnac n'en serait pas à sa première boulette en la matière. Il y a 10 ans, j'étais déjà intervenu pour un permis de construire sur un tumulus qui apparaissait pourtant bien sur le plan local d'urbanisme et dont la découverte datait de 1864. Il a été détruit et la commune a été condamnée à payer plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est peut-être un sort similaire qui l'attend désormais puisqu'une association bretonne, Koen Brecht, a indiqué mercredi soir avoir déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République de Vannes pour destruction volontaire aggravée par la circonstance qu'elle porte sur le patrimoine archéologique. N'en déplaise à Olivier Lepic, l'affaire ne devrait donc pas durer seulement 2 jours. Voilà, les mensonges du maire sont mis à jour, la DRAC a été complice et l'affaire va devant les tribunaux. Seulement, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi M. Bricolage devait aller sur cette zone-là? Parce qu'il y a peut-être un détail que vous ignorez, mais M. Bricolage, il était à l'intérieur de Carnac. Et oui, je vais vous montrer où était M. Bricolage. Vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez le petit point bleu marqué Office du tourisme? Eh bien, M. Bricolage, au 68 avenue des Druides, était placé là, près du front de mer. Et oui, vous imaginez bien qu'un grand terrain comme celui-là, non loin du front de mer, cela vaut une véritable fortune à Carnac. Mais qui va bénéficier de cet emplacement de l'ancien Monsieur Bricolage? Je suis allé vérifier dans le plan d'urbanisme de la mairie et, oh surprise, j'ai trouvé cette phrase magique, c'est la mairie qui va acquérir le terrain. Alors j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a des habitants qui sont au courant de cette transaction immobilière? Parce que là, véritablement, cela ressemble à quelque chose. Et un habitant de Carnac m'a dit mais il fallait se dépêcher dans le transfert. Parce que si l'UNESCO classait le terrain, eh bien il n'aurait pas pu implanter le monsieur Bricolage dans la zone de Montauban. L'affaire aurait été gelée et le monsieur Bricolage serait resté en centre-ville. Vous commencez à comprendre pourquoi le maire Olivier Lepic ment frontalement aux journalistes sur CNews. Je crois qu'il va avoir des nuits un petit peu difficiles lorsque les gens seront au courant de tout. Et puis c'est toute la Macronie qui est dans le viseur de la justice ou dans le viseur des journalistes d'investigation ou de réinformation. Il suffit d'énumérer tout ce que je vous ai dit cette semaine. L'Elliott n'ont pas pu présenter leur projet de loi. La loi sur l'abrogation de la retraite n'a pas pu être votée puisqu'elle a été vidée de sa substance. C'est un coup de force de Yael Braun-Pivet. Vous avez le scandale des fonds Schiappa, anciennement appelés fonds Samuel Paty ou fonds Marianne. Un scandale qui devrait faire tomber toute la Macronie. Vous avez le scandale d'Emmanuel Macron qui jette l'argent par la fenêtre lorsqu'il a présidé l'Union européenne. Il y a peut-être également du financement indirect de campagne électorale.
Je laisse de côté la délinquance, on va y venir. Et puis, il y a le scandale Pabiaï. Eh bien, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est au fond du trou, maléfique surprise, il y a une horreur qui arrive en France. Cela peut être Notre-Dame qui brûle, ou là, un homme a poignardé 6 personnes, dont 4 enfants, ce jeudi matin dans un parc à Annecy. Le suspect est un ressortissant syrien de 31 ans, entré légalement en France. On ignore encore tout de ses motivations. Les 4 enfants ainsi qu'un adulte sont en état d'urgence absolue, a indiqué la procureure d'Annecy. Toutes nos pensées vont vers les victimes. Mais vous savez que lorsqu'il arrive ce type de drame en France, eh bien la manipulation, l'instrumentalisation des macronistes arrive aussitôt. Et c'est peut-être ça le plus insupportable. Regardez ce qu'a été capable de dire Aurore Berger. Attaque au couteau d'Annecy. Être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui submerge notre pays. Eh bien, Aurore Berger, ce que vous étiez en train de faire dans l'hémicycle, c'était votre travail de député. Et on attend de vous cela. Notamment cette bataille de chiffonniers, c'était pour qu'une loi importante pour l'ensemble des Français, c'était la retraite à 64 ans, soit abrogée, pour enfin que les députés votent cette loi. Utiliser un criminel pour essayer de vous sortir de cette situation, comme le dit très bien le cercle Aristote, vous êtes né plusieurs siècles avant la création de l'indignité. C'est d'une indécence absolue. Le chef de l'État n'est pas en reste, vous vous en doutez. Voilà ce qu'il est capable de dire. Attaque au couteau d'Annecy, la nation est sous le choc, affirme Emmanuel Macron. Non, Monsieur le Président, la nation n'est pas en état de choc, elle est en colère contre vous. Parce que nous avons été en état de choc lorsque nous avons appris la nouvelle du Bataclan, la décapitation de Samuel Paty, le massacre de Nice, l'attentat de Charlie Hebdo, les attentats de Mera. Oui, là nous avons été en état de choc. Mais maintenant nous ne sommes plus, il n'y a plus que de la colère. Et comme le dit bien Philippe Béchade, qui s'est tu au sujet de Lola? Qui se moque de faire exécuter les OQTF visant des clandestins délinquants? Qui accepte que les juges laissent en liberté des multicondamnés? Qui fait embastiller illico 3 attardés mentaux qui ont bousculé un trogneux? Oui, Monsieur le Président de la République, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Alors, sur le plateau de Patrick Cohen, C'est à vous, il nous explique que ce Syrien était totalement, légalement, en France. Mais c'est là où est le problème. Comment se fait-il que ce type de personnage puisse entrer légalement en France? Eh bien parce qu'il était via l'Europe, il avait une autorisation via l'Europe. Aujourd'hui, la France ne peut plus régler ses problèmes de frontières. Il suffit qu'un migrant clandestin entre dans un pays, que le pays l'accepte, et nous sommes obligés de l'accepter. Et voilà ce qui se passe par la suite. Un drame épouvantable. Et j'ai aussi une pensée pour Dupond-Moretti qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de délinquance en France, ou alors une petite pensée pour ce maire, François Astorg. Annecy est terre de résistance au fascisme, une terre de solidarité, une ville refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et le malheur dans le monde. Il en va de notre devoir et plus encore de notre honneur d'affirmer ici nos convictions républicaines. Vous avez le discours typique de ces progressistes. Ils vous font des grandes envolées lyriques creuses, mais qui montrent que ce sont vraiment des gens dangereux. Quand ils expliquent Annecy est une terre de résistance au fascisme, je tiens quand même à signaler que ceux qui ont combattu le fascisme, qui ont combattu le nazisme, c'était bien des résistants. Et ils s'opposaient justement à des gens qui envahissaient leur pays. La solidarité, monsieur François Astorg, quand on est élu, c'est vis-à-vis de ses citoyens. Votre première responsabilité, c'est de les protéger. Alors, votre énumération ville-refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et le malheur dans le monde, ce n'est qu'une phrase creuse, parce que vous ne pourrez pas accueillir le monde entier. Vous ne réglerez certainement pas les problèmes de misère, de guerre et de malheur du monde. Par contre, vous allez créer la guerre, la misère et le malheur dans votre propre commune, et vous en avez une terrible illustration. Les gens qui s'occupent toujours de l'extérieur, c'est pour éviter évidemment de faire face à leurs responsabilités, comme Emmanuel Macron, comme Darmanin, comme Dupond-Maserati. Toujours les mêmes phrases creuses pour ne pas assumer
leur responsabilité. Et puis on va s'intéresser un petit peu à ce Syrien que l'on dit chrétien, puisque la presse déjà commence à lui trouver des circonstances atténuantes. Oui, vous ne rêvez pas. On a l'impression de cocher toutes les cases habituelles. Pas d'amalgame, unité et recueillement devant la moindre protestation. C'était un bon voisin, un bon père, un bon ami. La folie est invoquée. Le disque finit par être rayé parce que sur BFM TV, on nous disait c'est un bon père, c'était un bon mari. Une petite réflexion sur le reportage de BFM TV. Ce n'est pas du journalisme, ce n'est que du voyeurisme qui vient nourrir le narratif de l'Élysée. Puisqu'à chaque fois que l'on pose en effet cette question, le cercle Aristote nous l'a dit, on n'a que des réponses positives. Parce que, en fin de compte, maintenant, lorsqu'on veut dresser le portrait à partir des éléments qu'on lit dans la presse. C'était un bon père de famille, c'était un bon mari, c'était un chrétien, un portrait qui donne du fil à retordre, comme l'ai lu dans le Figaro, au service de police. Et puis Gérald Darmanin a ajouté que s'il était passé à l'acte, c'est certainement parce qu'on ne lui a pas donné ses papiers en France. Il a maintenant des excuses. Pourtant, lorsqu'on regarde la photographie de l'individu, lorsqu'il est en train d'accomplir ces actes monstrueux, il ne correspond pas au portrait que je vous ai dit. C'est pas évident de reconnaître un chrétien, d'autant plus que pour un chrétien, c'est un ticket direct pour l'enfer après ce qu'il vient de faire. Et ce qui m'a intrigué, c'est la façon dont il tient le couteau, comme s'il appartenait à des troupes d'élite ou qu'il avait fait son service militaire. Il tient son couteau comme un militaire. Très étonnant. La police nous explique qu'il vivait comme un SDF autour du lac d'Annecy, qu'il se lavait dans le lac, et lorsqu'il a été interpellé, il a tenu des propos incompréhensibles, il s'est roulé par terre, à tel point que certains journalistes se sont demandé s'il n'était pas sous l'effet d'une drogue dure, comme le Captagon. Vous savez, ces drogues que l'on donne aux terroristes pour qu'ils accomplissent leurs actes épouvantables. Quelque chose de très étonnant, à tel point qu'il y a des complotistes qui n'ont pas hésité à écrire, ces vilains complotistes, eh bien qu'il correspond parfaitement à quelqu'un pour détourner le regard, pour faire diversion, et qu'on ne peut pas trop attaquer le gouvernement. C'est pas un immigré illégal, il est chrétien, c'est un bon père de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il est profilé pour que ça soit lisse pour le gouvernement. Oui, mais ça, c'est une théorie du complot. On ne va pas soutenir ce genre de choses sur cette chaîne. Par contre, lors de cette attaque, il y a quelqu'un qui s'est comporté de manière admirable. Guillaume Bigot nous le dit, le vrai visage de la France, 24 ans, Henri, il faisait le tour des cathédrales et il s'est trouvé à Annecy ce matin, il a mis sa vie en jeu pour sauver celle des enfants. Oui, rebours et fides. Et lorsque vous êtes catholique en France, vous êtes harcelé. Vous êtes harcelé par qui? Par le gouvernement, par Pape Ndiaye. Oui, vous ne rêvez pas, c'est ce que nous révèle Gabriel Cluzel dans un très bon article de Boulevard Voltaire. On apprend que ces dernières semaines, des inspections massives façon commando ont été diligentées dans des écoles catholiques hors contrat. Mais pour quelles raisons? Eh bien, regardons dans le détail. Dans un communiqué commun publié le 3 juin dernier, la Fondation pour l'école et la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes font état de pratiques scandaleuses, des arrivées surprises par des portes dérobées, des inspecteurs en surnombre, 10 pour une école de 90 élèves par exemple, des fouilles de cartables et de casiers, d'élèves comme de professeurs, ainsi que des questions intrusives dépassant largement le périmètre scolaire. Avez-vous des problèmes familiaux? Parlez-vous de sexualité à la maison? En parlez-vous beaucoup? Supportez-vous l'uniforme? Cela ne vous dérange-t-il pas de ne jamais changer d'aspect? Avez-vous accès à Internet à la maison? En avez-vous assez d'être cloîtré toute la journée sans votre téléphone? Des interrogations qui ne manquent pas de sel quand on sait que le ministre de l'Éducation, dans le drame du harcèlement de l'INSEE, charge aujourd'hui les réseaux sociaux. Vous commencez à comprendre, Pape Ndiaye a été mis en échec par l'école catholique, alors il se venge, il envoie ses sbires dans les écoles hors contrat. Lorsqu'on lit l'article, il s'agit bien de monter un dossier contre ces écoles qui va nourrir un narratif, il y aura certainement une campagne de presse pour la pointer du doigt. Pour cacher quoi? Bien, vous savez bien, l'échec, l'effondrement du système éducatif français. Il faut trouver un bouc émissaire. Mais là, j'ai l'impression qu'après l'article de Gabriel Cluzel, les choses vont devenir très compliquées.
Quand on affirme que Pape Ndiaye est un personnage dangereux, je pense qu'on est très loin du compte. Sans transition, théorie du complot. Vous le savez, on avait prévu sur cette chaîne qu'il y aurait une récession en 2023 et on nous avait dit non, ce n'est pas vrai, la France en sort bien, on a un ministre fabuleux, Bruno Le Maire, mais voilà, nos finances sont dilatées et cette théorie du complot, la zone euro officiellement en récession d'après les derniers chiffres d'Eurostat, alors que l'Europe ne connaîtrait pas de récession en 2023, avait dit le FMI. Vous voyez, entre le 15 avril et le 8 juin, les sources se contredisent, bien évidemment. Et vous savez aussi que lorsque vous êtes accusé, il faut détourner l'attention sur votre adversaire. On vient d'apprendre que Donald Trump, il annonce sa mise en examen au sujet des archives de la Maison-Blanche. J'avais fait un numéro, j'avais expliqué que c'était pour les élections présidentielles 2024, monter un dossier contre Donald Trump. Le seul ennui, plus vous montez des dossiers contre Donald Trump, plus il monte dans les sondages, puisque la presse républicaine le défend, mais l'opinion publique a bien compris que c'était du harcèlement, qu'ils avaient peur de lui, qu'ils étaient prêts à tout. Et je viens de vous dire que c'était pour cacher quelque chose. Donc, s'il y a un détournement, c'est qu'il y a un dossier sur Joe Biden qui vient de remonter. Et oui, on apprend sur Fox News, en effet, que Joe Biden aurait touché un pot de vin de 5 millions de dollars. Non pas son fils Hunter, mais bien Joe Biden. Voilà, le mieux c'est de mettre l'accent sur Donald Trump pour qu'on ne parle pas trop de la mise en examen du pot de vin de Joe Biden. Ce journal se termine, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le soutenir par un petit pouce levé, par la diffusion sur votre réseaux sociaux. Et je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors je ne sais pas si dimanche je pourrai fournir un travail. S'il y a un fait très important samedi, je serai présent. Voilà, bien à vous. Au revoir.